Médina, 6h47 du matin, veille dans une langueur moite. Le muezzin appelle à la prière, mais le cœur du quartier bat déjà plus vite que les mots du haut-parleur. Dans les ruelles sablonneuses, les premiers vendeurs installent leurs nattes, les balais frappent les trottoirs et les portes grincent comme des confidences. Mais ce matin, quelque chose cloche, une odeur. Forte, agressive, persistante, du brûlé. Sous un toit en tôle rouillée à l'angle de la rue 14 et du vieux dispensaire, une fine colonne de fumée s'élève. C'est discret, presque pudique, comme si la maison elle-même tentait de cacher sa douleur. À l'intérieur, le silence est total. Pas un cri, pas un appel au secours. Et puis soudain, un fracas, du bois qui cède, une vitre qui explose. Fatou Sarr, la voisine d'en face, pousse un hurlement. Elle attrape son seau d'eau, sans même réfléchir, le lance à travers le portail entrouvert de la maison voisine, mais le geste est dérisoire face à ce qui se trame à l'intérieur. C'est chez Kadi Sow, la couturière, veuve et mère de 3 enfants, ou plutôt c'était. Parce que ce matin, à 6h48, Médina a perdu une âme. Les pompiers arrivent en retard comme toujours. L'eau manque, l'électricité a sauté, et les gens regardent, impuissants, les flammes lécher les souvenirs d'une vie entière. Quand le feu est enfin éteint, il ne reste presque rien. Une carcasse de machine à coudre tordue, des photos à moitié calcinées, un Coran dont la couverture a fondu, mais dont les versets ont tenu, et sous une tôle noircie, le corps recroquevillé de Kadi serrant contre elle un petit sac en tissu bleu. Personne ne comprend. Kadi n'avait pas d'ennemis. Elle ne devait rien à personne. Elle vivait de peu, mais elle vivait bien. Toujours souriante, toujours là pour les autres. Elle cousait les boubous du quartier pendant la journée, et le soir, elle apprenait à lire à des filles du coin, dans sa petite cour. Alors, pourquoi ce feu? Pourquoi elle? Dans la foule, un jeune homme observe sans parler. Il s'appelle Malal, 22 ans. Le regard durci trop tôt par la vie. Il connaissait Kadi, pas comme les autres. Elle lui avait confié un jour « Malal, tout le monde pense que je n'ai rien à cacher, mais même la lumière a des ombres. » Il se souvient de cette phrase maintenant en fixant les restes fumants de la maison. Et il comprend une chose, ce n'était pas un accident. Kadi a été tué. Et dans cette cour brûlée commence un voyage, un combat contre le silence, les non-dits et une vérité que beaucoup préféraient garder sous les cendres. Le lendemain de l'incendie, Médina n'était plus Médina. Plus personne ne riait dans les rues. Les enfants ne jouaient pas. Même les vendeuses de poissons au marché Sandaga parlaient à voix basse, comme si la mort de Kadi avait laissé quelque chose dans l'air. Un malaise, une peur, un doute. Malal n'avait pas dormi. Il était resté assis toute la nuit devant les ruines, les bras croisés sur ses genoux, le regard fixe. Il avait vu les gens passer. Certains faisaient le signe de croix, d'autres récitaient des versets en murmurant. Mais personne ne s'arrêtait vraiment. Personne n'osait poser la seule vraie question. Pourquoi? À midi, alors que le soleil frappait le sol de ses lames brûlantes, Malal se leva. Il contourna les décombres, s'accroupit au niveau de ce qui avait été la chambre de Kadi et se mit à fouiller. Personne ne comprenait pourquoi il s'obstinait, mais lui, il savait. Kadi gardait toujours un petit sac en tissu bleu avec elle. Toujours. Et ce sac, il n'avait pas été retrouvé. Les pompiers avaient dit « elle n'a pas eu le temps de sortir ». Mais Malal savait. Elle a eu le temps de choisir ce qu'elle allait emporter. Et si elle avait choisi ce sac, ce n'était pas pour rien. Entre 2 poutres calcinées, ses doigts touchèrent quelque chose. Tissu. Brûlé, mais reconnaissable. Il l'attrapa avec précaution. Le carnet bleu. Il le glissa sous sa chemise et quitta la maison sans rien dire. Ce n'est que chez lui, derrière une porte fermée à double tour, qu'il osa l'ouvrir. Il avait peur. Pas de ce qu'il allait lire, mais de ce que cela allait réveiller. Sur la première page, une simple phrase écrite à l'encre noire « Si je meurs, ce n'est pas un accident ». Il resta figé. Le carnet tremblait dans ses mains. Il tourna la page. Des noms, des dates, des lieux, des sommes d'argent, des photos agrafées, des conversations retranscrites, des copies de reçus, des lettres déchirées, recollées au scotch. Kadi tenait un journal de guerre. Mais contre qui? Un nom revenait souvent. SD. Parfois entouré, parfois souligné, parfois écrit à côté de mots comme chantage, violence ou menace. Malal reconnut d'autres noms, des hommes du quartier, des figures importantes, respectées, intouchables. Et puis, il y avait cette page, froissée, gribouillée dans un mélange de colère et de désespoir. Je les ai vus,
Je les ai entendus, ce qu'ils ont fait à cette fille, ce qu'ils font à d'autres. Ils pensent que personne ne parlera, ils se trompent. » Malal referma le carnet. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'on pouvait l'entendre depuis la rue. Il comprenait enfin. Caddy savait trop de choses, et elle avait choisi de ne pas se taire. Ce soir-là, il regarda Medina d'un œil neuf. Chaque visage pouvait être un masque, chaque sourire une menace. Et dans cette ville qui avait grandi avec lui, il se sentait soudain seul, vulnérable, mais prêt. Caddy ne serait pas morte pour rien. Le carnet ne quittait plus les poches de Malal. Chaque page semblait vivante, comme si les mots de Caddy continuaient de murmurer à son oreille, exigeant justice. Il ne savait pas par où commencer, ni à qui faire confiance. Mais un nom au détour d'une note griffonnée attira son attention. El Hadji Abdoulass, il sait, il couvre. El Hadji Abdoul, l'imam de la grande mosquée du quartier, l'homme que tout vénérait, une voix douce, une barbe blanche, des discours enveloppés de sagesse et un regard toujours un peu fuyant. Caddy avait écrit « Il sait, il couvre ». Malal ne voulait pas y croire, pas lui, mais il décida d'observer. Le vendredi suivant, il vint à la mosquée plus tôt que d'habitude. Il s'assit tout au fond, le carnet dans son sac. Le sermon d'El Hadji parlait d'intégrité, de justice, de crainte d'Allah. Les mots étaient parfaits, trop parfaits. Mais à la fin de la prière, Malal remarqua un détail. Quand l'imam descendit de son minbar, un homme l'attendait discrètement à la sortie de la salle arrière. Un homme massif, costume trop serré, lunettes noires même en intérieur. Un homme qui n'avait rien d'un croyant venu prier. Ils échangèrent quelques mots. Un billet discret passa de main en main. L'imam acquiesça, puis s'éloigna, les mains jointes dans le dos, comme si de rien n'était. Malal sentit une brûlure dans sa gorge. Le soir même, il retourna au carnet. Une photo agrafée, floue, prise de loin. On y voyait une silhouette de femme, à genoux, devant 3 hommes. L'un d'eux tenait un téléphone, l'autre semblait crier, et le dernier priait. Mais pas Dieu. Caddy avait écrit sous la photo « Ils utilisent la foi comme un rideau, et derrière, ils dévorent les âmes. » Ce jour-là, Malal comprit 2 choses. D'abord, qu'il n'avait encore rien vu. Ensuite, que s'il voulait des réponses, il devait aller là où personne n'osait aller. Le lendemain, il alla voir Tierno, un vieil ami de Caddy. Cordonnier à l'ombre du grand baobab, il connaissait chaque pierre de Médina. Discret, observateur, ne parlant que quand c'était nécessaire. Malal lui montra la photo. Tierno pâlit. « Tu ne devrais pas fouiller dans ça, fils. » Ce que Caddy savait, ça pouvait brûler des familles entières, et elle n'était pas la première à vouloir en parler. « Tu veux dire quoi ?» Elle s'appelait Ndeye, 17 ans, disparue en 2017. Juste après avoir passé ses soirées chez El Hadji, on a dit qu'elle était partie en Italie. Mais moi, je sais qu'elle n'a jamais quitté Médina. Tu penses qu'elle est morte ? Je pense qu'elle est encore là, sous nos pieds, dans les fondations de leur secret. Malal rentra, le cœur fracassé, et dans la solitude de sa chambre, il ouvrit le carnet à la dernière page écrite. 3 mots, soulignés en rouge, commencent par les loups. Il savait maintenant. C'était pas un simple incendie, c'était une exécution rituelle. Et ceux qu'il allait affronter ne portaient pas de crocs. Ils portaient des turbans, des boubous blancs, des chapelets et la confiance de tout un quartier. La nuit était tombée sur Médina comme une chape de plomb. Une chaleur lourde, collante, s'infiltrait par les fenêtres entr'ouvertes. Les grillons chantaient comme s'ils voulaient recouvrir quelque chose. Peut-être le silence trop épais. Peut-être les secrets qui s'éveillaient. Malal n'arrivait pas à dormir. Le carnet bleu était ouvert sur son matelas, comme une flamme qui ne voulait pas s'éteindre. « Commence par les loups ». Cette phrase tournait en boucle dans sa tête. Il se souvint alors d'un nom écrit sur une des pages les plus anciennes du carnet. « Maison Espérance, filles recueillies, certaines ont vu, d'autres ont parlé. » La Maison Espérance, un foyer discret au fond de Castors, que Caddy soutenait depuis des années. Un endroit que peu connaissaient, une maison protégée, ou prétendument. Le lendemain à la première heure, Malal s'y rendit. Il fut accueilli par une vieille femme fine et droite, la peau ridée par le temps mais les yeux vifs comme des couteaux. « Je peux vous aider ? Je viens de la part de Caddy Sow. » Silence. Un long, profond silence. Puis la femme le fit entrer sans un mot. À l'intérieur, des filles entre 13 et 18 ans. Silencieuses. Certaines brodaient, d'autres dessinaient.
Aucune ne souriait. Leurs regards étaient flous, comme si leurs âmes vivaient ailleurs, comme si leur voix avait été volée. « Vous êtes venus trop tard », murmura la vieille. « Elles ont parlé un jour. Certaines, mais elles ont payé. » Comment ça? Une a disparu, une autre est devenue muette du jour au lendemain, et la dernière a tenté de se pendre dans les toilettes. On a retrouvé le mot « je suis la suivante ». Malal serra les poings. Est-ce qu'il en reste une qui peut encore parler? La vieille femme hocha la tête. Elle lui désigna une fille au fond de la pièce, fine, le visage fermé, le regard fuyant. Son nom, Amy. Il s'approcha doucement, s'assit près d'elle. « Tu connaissais Caddy ?» Un hochement de tête. « Elle t'a protégé ?» Un autre hochement. « Tu sais ce qui lui est arrivé ?» Silence. Puis, d'une voix cassée comme du verre. « Ils l'ont prévenue. Plusieurs fois. Elle n'a pas écouté. Alors, ils ont frappé. Pas une fois. Pas deux. Ils l'ont brûlée pour qu'il ne reste rien à raconter. » Elle releva les yeux. Mais elle n'avait pas tout dit. Elle a tout laissé quelque part. Ce qu'ils ont fait à nous. Ce qu'ils font encore. Tout est là, dans la cache. Malal sentit son souffle se bloquer. « Où ?» Amy baissa la voix au point de chuchoter. « Dans le mur, à l'arrière de son atelier. Là où elle disait toujours « On enterre la honte, mais elle pousse quand même. » Cette nuit-là, Malal retourna dans les ruines. Il creusa seul à la lumière de son téléphone, pendant des heures, jusqu'à ce que ses doigts trouvent une cavité. Un trou. Et dans ce trou, une boîte métallique, rouillée, lourde. Il la tira avec précaution, l'ouvrit. Des clés USB, des lettres manuscrites, des vidéos, des confessions, des noms, des visages, des preuves, la voix des filles oubliées. À cet instant, Malal comprit. Ce qu'il tenait là, ce n'était pas un dossier. C'était une bombe. Et une seule question restait. Allait-il la faire exploser ou allait-il se taire comme tous les autres? Il avait passé la nuit les yeux grands ouverts, face à la boîte. La clé USB principale clignotait doucement dans son vieux ordinateur comme un signal de détresse silencieux. Les fichiers étaient clairs, précis. Nom, date, enregistrement audio, vidéo prise en cachette. On y voyait des visages familiers, un conseiller municipal, un marabout très respecté, un directeur d'école, un policier. Tous filmés, parfois masqués, parfois non, mais toujours coupables. Des jeunes filles, en larmes, menacées, drogue, chantage, viol. Et derrière eux, comme un fantôme dans l'ombre, un nom revenait. Seydina D, SD, l'homme intouchable. Caddy avait tout réuni. Elle n'avait jamais compté parler. Elle avait prévu de prouver. Malal se leva. Il n'était plus un simple jeune homme de Médina. Il était devenu le porteur de cendres, de celles qu'on voulait balayer, mais qui s'infiltraient partout. Il appela un ami, Adama, technicien dans un cybercafé discret, loyal. « Je dois publier quelque chose. Et il faut que ça reste anonyme. Tu peux m'aider? » « T'es en train de foutre ta vie en l'air, frère, je sais. » Ils s'installèrent dans l'arrière-boutique d'un cyber, derrière une porte blindée. Adama encrypta les fichiers, masqua l'IP, créa un faux compte Vérité Médina. Le message était simple. Ce que vous verrez ici est réel. Ces visages, ces noms, ces voix, on les a étouffés trop longtemps. Voici ce que Médina cache sous ses tapis de prière. À 11h04, ils postèrent la première vidéo. À 11h21, le lien avait déjà été partagé 1347 fois. Les réactions furent immédiates. Dans les rues, dans les salons de coiffure, dans les mosquées, les gens chuchotaient. Certains criaient au montage, d'autres reconnaissaient des voix, des visages, des lieux. Le nom de Caddy Sow était partout. Le hashtag Justice pour Caddy devint viral dans le pays. Les radios commencèrent à en parler. Les internautes s'emportaient. Le silence se fissurait. Et puis, le téléphone de Malal sonna. Numéro inconnu. Tu as encore beaucoup à perdre, Malal. N'aggrave pas les choses. Ferme cette page et tout s'arrête ici. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui sait que tu n'as pas la carrure pour ce combat. J'ai la rage et elle me suffit. Clic. Fin de l'appel. À 23h12, la page fut bloquée. Mais il était trop tard. Les vidéos avaient été téléchargées, redistribuées, partagées, décentralisées. Le feu avait pris. À 2h du matin, alors qu'il revenait chez lui, Malal sentit une présence derrière lui. Une voiture noire, sans phare, roulait lentement dans la rue vide. Il accéléra, la voiture aussi, puis elle freina brutalement. Une voix sortit de la fenêtre baissée. « Tu fais le héros, petit? Tu veux venger les morts? Fais attention à ne pas les rejoindre trop vite. »
et elle disparut. Le lendemain, des policiers vinrent chez lui, pas pour l'arrêter, pas encore, mais pour lui parler. Et pendant qu'il signait une fausse déclaration affirmant ne rien savoir des vidéos, Malal leva les yeux vers l'un des agents. Il portait une montre dorée, la même que dans une des vidéos de la clé USB. Il était entouré. Mais il n'était plus seul. Le quartier ne dormait plus. Depuis la publication des vidéos, Medina respirait comme une bête blessée. Les gens se croisaient sans se saluer. Certains baissaient les yeux, d'autres verrouillaient leurs portes même en plein jour. Une chape de plomb était tombée sur les rues, mais cette fois, ce n'était plus la peur des pauvres, c'était la peur des puissants. Malal n'avait pas dormi. Il s'était enfermé dans la chambre de son frère, vide depuis des années. Un matelas au sol, son ordinateur sur une caisse retournée et le carnet bleu, toujours là, près de lui, comme un cœur battant dans l'obscurité. Il recevait maintenant des messages anonymes à toute heure. « Tu crois être un héros ? Tu n'es qu'un pion. » « Tu veux sauver Medina ? Medina ne veut pas être sauvée. On sait où dort ta sœur, où prie ta grand-mère, où tu respires. » Et pourtant, quelque chose bougeait. Des gens l'appelaient en secret. Des anciens élèves de Cady, des femmes, des jeunes, des collègues de l'atelier, tous avec un mot, une preuve, une histoire. Un murmure collectif qui prenait de la force. Et parmi eux, il y avait Mam Astou, une journaliste indépendante. Elle lui avait envoyé un message codé, 2 jours après les fuites. « J'ai connu Cady. Je vous croyais mort, vous les justes. Appelle-moi. » Ils se rencontrèrent au petit matin, sur la plage de Yarak. Le ciel était gris, le vent fort. Personne ne pouvait les entendre là-bas. Mam Astou était jeune, mais marquée, les traits tirés, les yeux perçants, une beauté usée par les vérités qu'elle avait croisées. Cady voulait me confier les dossiers, mais elle a hésité. Elle savait que même moi, je pouvais être compromise. Tu lui faisais plus confiance que moi, apparemment. Je n'étais rien pour elle, juste un voisin, mais elle a su me regarder. Alors regarde bien, Malal, parce que ce qui arrive maintenant va te briser. Elle sortit une clé USB de sa poche. Celle-là, tu ne l'as pas. On me l'a laissée dans une enveloppe anonyme ce matin. Cady avait un plan B. Et ça, c'est la liste noire. Ils visionnèrent la vidéo ensemble, dans une chambre d'hôtel louée sous un faux nom. Des enregistrements audio, des photos de valises d'argent, des témoignages, un réseau complet, trafic d'influence, abus sexuels, corruption, disparition de mineurs. Et au sommet du réseau, un nom apparaissait à l'écran. Seydina. Homme d'affaires, imam honorifique, mécène d'orphelinat, président d'association, un monstre en boubou blanc. Tu sais ce que ça signifie ? Demanda Mam Astou, la gorge serrée. Oui, on ne peut plus reculer. Non, mais à partir de maintenant, on ne vit plus, on survit. Cette nuit-là, la maison de Malal fut vandalisée, les murs tagués de menaces. Sa tante, terrorisée, quitta la ville avec ses enfants. Mais Malal resta. Il avait compris. Le silence avait une peau. Elle était fine, sensible, mais dès qu'on la déchirait, saignait et il venait d'y enfoncer les 2 mains. À l'aube, il posta un nouveau message sur un compte miroir. Vous avez fait de vos mosquées des murs, de vos prières, des armes, de vêtements blancs, des linceuls pour enterrer la vérité. Mais elle revient, et cette fois, elle a des visages, des voix, des preuves. Je ne suis pas seul, je suis nous. Sandro Medina, justice pour Cady. Et cette fois, il n'attendit pas la réaction. Il appela Mam Astou. Ils préparèrent ensemble ce qui allait suivre. Pas une vidéo, un documentaire et une conférence de presse. Le matin de la conférence de presse, un ciel rougeâtre planait sur Dakar. Pas un vent, pas un bruit. Le genre de calme qui annonce la tempête. Malal était prêt, tout était prêt. Mam Astou avait sécurisé un espace discret dans un centre culturel au plateau, à l'abri des regards officiels. Des journalistes indépendants, des avocats, des droits humains, quelques associations de femmes, tous étaient là. Tout devait commencer à 10h. À 9h12, le téléphone de Malal vibra, un numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. Une voix, froide, lente. « Tu aimes faire le héros ? On va te montrer comment tombent les héros à Medina. » Boum ! Un son sourd, lointain, suivi de cris. Malal sentit son cœur s'arrêter, c'était le quartier, il courut, il ne réfléchit même pas. Il fonça traversant la ville à moto, les mains tremblantes. Quand il arriva, il y avait déjà des sirènes. De la fumée. Sa maison, ou plutôt, ce qu'il en restait. Un mur effondré,
une explosion ciblée. Un message. Sa tante, fort heureusement, avait fui depuis 2 jours. Personne n'avait été blessé. Mais le choc était total. C'était plus un avertissement. C'était une déclaration de guerre. Et sur les restes du portail calciné, quelqu'un avait écrit à la bombe « Fais encore un pas, et ce ne seront pas les murs qu'on touchera. » Malal tomba à genoux. Pas de larmes, pas de peur, mais de rage. Une rage froide, structurée. Il avait tout perdu, son foyer, sa sécurité, sa vie d'avant. Il ne restait que la mission. À 10h02, il entra dans la salle de conférence. Silence. Tous les regards se tournèrent vers lui. Son t-shirt était couvert de poussière, son visage fermé comme une tombe. Il posa la clé USB sur la table. « Ils ont fait exploser ma maison ce matin pour m'empêcher d'être ici. Mais je suis là. Et je ne parle plus en mon nom. Je parle au nom de Kadiso, d'Amy, Dundee, des centaines d'autres. Cette ville a brûlé leur corps. Aujourd'hui, on brûle leur chaîne. » La vidéo projetée ce jour-là bouleversa le pays. Pas seulement les faits, mais les visages, les pleurs, les preuves. Le système, on y voyait Seydina Day dans son bureau climatisé, s'adresser à une jeune fille. « Tu veux sortir d'ici? Tu sais ce qu'il faut donner. » Le Coran dit d'obéir à son maître. On y entendait El Hadji Abdul, l'imam, murmurer à un autre homme. « Si la vérité sort, nous sommes tous morts. Tu veux mourir pauvre et honnête? Moi pas. » L'effet fut immédiat. Des ONG internationales s'emparèrent de l'affaire, des pétitions circulèrent. Une procureure audacieuse, jusque-là muselée, annonça l'ouverture d'une enquête spéciale pour crimes systématiques contre des mineurs. Mais la nuit venue, les ombres bougèrent. Malal recevait maintenant des appels à visage découvert. On le suivait, on fouillait ses contacts. Et puis, Mamastou disparut. Sans un mot, sans un appel. Juste son téléphone retrouvé à moitié brisé dans une ruelle de Ngor. Le feu avait changé de camp, et Médina, désormais, était un champ de bataille. Le quartier entier semblait retenir son souffle. Depuis la conférence, la vie avait repris, en apparence, mais tout était devenu étrange. Les commerçants fermaient plus tôt, les vieilles femmes priaient plus fort, et les enfants, d'habitude si bruyants, restaient collés au mur comme s'ils cherchaient à devenir invisibles. Mamastou n'avait toujours pas reparu. Malal la cherchait partout. Hôpitaux, commissariats, morgues, caches. Personne n'avait rien vu, rien entendu. C'est là qu'un message apparut sur son téléphone, sans numéro, sans signature. « Si tu veux qu'elle vive, viens seule. 1h du matin. Cimetière de Yoff. Porte arrière. » Il savait que c'était un piège. Il y alla quand même. Pas par naïveté, mais parce que fuir n'avait plus aucun sens. 9h03. Cimetière de Yoff. Les pierres funéraires semblaient briller sous la lune. Le vent soulevait la poussière comme un murmure d'outre-tombe. Malal avança entre les tombes, le cœur battant. Puis il les vit. 3 silhouettes. Des hommes grands en boubou noir. Et entre eux, Mamastou, bâillonnée, les yeux rougis, vivante. L'un des hommes s'avança. « Tu veux la vérité? Tu veux la justice? Tu crois que Médina est prête à les entendre? Je ne fais pas ça pour Médina, je le fais pour celle qu'on a brûlée. » Un sourire mauvais. « Alors viens, regarde, vois ce que tu ne pourras plus jamais oublier. » Ils le conduisirent dans un vieux bâtiment abandonné au bord de la mer, à Wakam. Lieu oublié, rongé par le sel et les siècles. Une ancienne case de prière reconvertie en sanctuaire secret. À l'intérieur, une pièce, des bougies, des murs couverts de versets arrachés, une table basse et un grand miroir brisé, et sur le mur des photos d'enfants, de jeunes filles, certaines disparues depuis des années. Et au centre de la pièce, un homme. Robe blanche, turban rouge, Seydina Day. Seyd était là, en chair et en os. Son regard était calme, presque paternel. « Tu es le fils que je n'ai jamais eu, Malal, le plus téméraire, le plus stupide. » Malal ne bougea pas. « Tu m'as volé mes dossiers. Tu as levé le rideau, mais tu n'as encore rien vu. Ce que nous faisons ici, c'est plus grand que la justice. C'est un ordre, une protection, un équilibre. Tu crois dénoncer des monstres, tu dénonces les piliers de cette ville, alors qu'ils tombent tous. » Un sourire. « Et si c'est toi qui tombes ?» Le coup partit sans prévenir, un coup de crosse à la tempe. Malal s'écroula. Il se réveilla quelques heures plus tard, seul. Le jour se levait, Mamastou avait disparu. Encore. Cette fois, il ne savait même pas si elle était encore en vie, mais autour de lui, les photos avaient disparu.
Le miroir avait été brisé entièrement, et au sol une dernière note, griffonnée. Tu as vu, tu as su, tu as survécu. Pour l'instant. Ce jour-là, Malal comprit que ce qu'il affrontait n'était pas un réseau, c'était une confrérie. Un ordre souterrain tissé dans les racines mêmes de la société. Protégeant ses membres, éliminant les gênants, couvrant ses horreurs sous les habits du sacré. Mais il avait encore un atout. Dans sa poche, un enregistreur minuscule. Et toute la conversation avec Seydina D y résonnait encore. Le mur tombe. Le soleil s'était levé, mais Medina restait dans l'ombre. Malal, la tête encore lourde du coup reçu, marchait lentement vers le centre-ville. Il sentait le sang sécher derrière son oreille, la douleur lancinée à chaque pas. Mais dans sa main serrée comme une arme, il tenait l'enregistreur. La voix de Seydina D y résonnait. Calme, précise, inhumaine. Tu dénonces les piliers de cette ville. Tu es le fils que je n'ai jamais eu. C'était plus qu'une preuve, c'était une confession. Il appela Adama, une seule phrase, « Prépare le direct. Je vais parler. Cette fois, je montre mon visage. T'es sûr, tu ne pourras plus reculer après ça. Je suis déjà de l'autre côté, frère. » À 17h30, une notification surgit sur tous les réseaux. Direct. Malal Sow brise le silence. Cendre de Medina. En quelques minutes, des milliers de spectateurs, puis des dizaines de milliers. Malal apparut à l'écran, visage marqué, regard fixe, derrière lui, un mur blanc, rien d'autre. Je ne suis ni journaliste, ni policier. Je suis juste un fils de Medina, et j'ai mal pour elle, parce qu'on nous a appris à prier, sans jamais nous dire pour qui. On nous a appris à respecter, sans jamais nous dire à quoi on obéissait vraiment. Il sortit l'enregistreur, le posa lentement devant la caméra. Écoutez, il lança l'audio, et le pays entier entendit Seydina D parler de manipulation, d'extorsion, de sacrifice, de contrôle. Un silence de mort suivit, puis un tumulte. Les commentaires explosèrent, des journalistes se relayèrent en boucle, des membres de la société civile exigeaient une arrestation immédiate. Mais le soir même, rien. Pas d'arrestation, pas de convocation. Seydina D donna même une conférence, souriant, habillé de blanc. Il parla d'un montage sonore destiné à salir les guides spirituels du pays. Et les autorités? Alors Malal comprit. Il ne suffisait pas de parler. Il fallait tout brûler. Le lendemain, il publia une nouvelle vidéo, un montage précis, méthodique. Il liait les confessions audio aux vidéos d'archives, aux visages, aux documents officiels. Mais surtout, il y ajouta des noms. Des noms que même Kadi n'avait pas osé écrire en entier. Ministre, juge, chef religieux de la police. Et il termina par une phrase « Vous n'êtes pas l'État, vous êtes la gangrène de l'État ». Dans les heures qui suivirent, le pays s'embrasa. Des manifestations éclatèrent à Dakar, Thiès, Kaolack, Ziguinchor. Des jeunes dans la rue, des graffitis. Justice pour Kadi, nous sommes les cendres, les loups saignent aussi. Les autorités déclarèrent l'état d'urgence. La page de Malal fut supprimée, son visage placardé sur les chaînes officielles. Traître, manipulateur, ennemi de l'ordre public. Mais il était déjà ailleurs, caché, en mouvement. Et cette fois, il n'était plus seul. Medina n'avait plus de nuit. Depuis la diffusion du dernier message, des sirènes hurlaient à chaque heure. Des hommes en uniforme patrouillaient comme des chasseurs. Chaque visage jeune devenait suspect. Chaque téléphone allumé, un risque. Malal Sow était maintenant l'ennemi public numéro 1. Il se terrait à Bargny, chez un ancien camarade de lycée qu'il n'avait pas vu depuis 7 ans. Samba Gay. Samba vivait seul, dans une petite maison en dur près de la mer, battu par les vents. Ancien activiste repenti, il n'avait pas posé un pied à Dakar depuis les émeutes de 2017. Quand Malal frappa à sa porte, blessé, affamé, l'œil hanté, Samba ne posa aucune question. Il ouvrit, et il l'aida à disparaître. Pendant 6 jours, Malal resta enfermé, il dormait peu, mangeait à peine, il lisait et relisait le carnet bleu. Kadi y avait tout prévu. Quand il t'exclut, tu deviens dangereux. Quand il t'efface, tu deviens immortel. C'était presque une prophétie. Mais ce fut Samba qui, le 7e jour, ouvrit la bouche. Il reste une chose que tu ne sais pas. Malal leva les yeux. Kadi t'a choisi, mais tu n'étais pas son premier choix. Silence. Il y avait quelqu'un d'autre avant toi. Quelqu'un à qui elle a confié les premières preuves. Quelqu'un qui a disparu. Un nom oublié. Qui? Samba soupira. Suleiman. Le monde se figea.
Suleiman Sow, le grand frère que Malal n'avait pas revu depuis 10 ans, disparu sans explication, sans adieu. On avait dit qu'il était parti pour la France. D'autres chuchotaient qu'il s'était perdu dans les affaires. Mais jamais, jamais Malal n'aurait imaginé cela. Tu mens. Non, frère, il était l'original, l'éclaireur. C'est lui qui a commencé à récolter les preuves avec Kadi, et c'est lui qui a disparu après avoir menacé de tout révéler. Elle a gardé son secret jusqu'à sa mort. Le choc, le vide, la rage, tout revint. Les silences, les absences, les regards lourds de leur mère. Les larmes que personne n'avait su expliquer. Suleiman n'avait pas fui, il avait été effacé. Ce soir-là, Malal prit une décision. Il ne fuirait plus, il ne se cacherait plus, il allait ressortir. Non pas pour lui, mais pour Suleiman, pour Kadi, pour Medina. À 3 heures du matin, il posta un nouveau message audio hébergé à l'étranger. Pas de vidéo, pas de slogan. Juste sa voix. Ils m'ont chassé, ils m'ont sali, ils m'ont traqué, mais je suis toujours là. Et maintenant, je sais pourquoi. Je ne suis pas le premier, et je ne serai pas le dernier. Medina, c'est fini le silence. Et quelque part, dans une pièce obscure, une silhouette écouta l'enregistrement. Une main posée sur une vieille photo, un visage fatigué, buriné par les années. Suleiman, vivant. Le message vocal de Malal s'était propagé comme une traînée de poudre. Partout, on murmurait « Il est encore en vie, il continue, il ne recule pas ». Mais quelque part, à des kilomètres de Dakar, dans une maison décrépite entre les dunes de Saint-Louis, un homme écoutait ce message dans le noir, le souffle coupé. Suleiman Sow, barbe courte, regard creusé, silhouette plus fine mais toujours droite. 10 ans qu'il n'avait pas prononcé son propre nom à voix haute. 10 ans qu'il avait été rayé de la carte suite à sa tentative avortée de dénoncer ce réseau. Il avait été piégé, trahi, torturé, puis relâché sous condition de disparaître. Et Kadi avait tout fait pour couvrir sa trace jusqu'à faire croire à sa mort à ceux qu'elle aimait. Mais maintenant, Malal savait. Et Malal avait pris sa place. Suleiman regarda une vieille photo, jaunie par le temps, lui, Malal et leur mère. Sourire sincère. Le temps d'avant. Tu as grandi, petit frère, et tu as repris le flambeau. Il alluma un vieux téléphone dont le numéro n'avait pas sonné depuis des années. Un seul contact enregistré, Kadi. Il remplaça ce nom par un nouveau, Malal, et il appuya sur « Appeler ». Quand Malal vit le numéro inconnu, il pensa à une menace de plus. Mais dès la première seconde, il sut. La respiration, la voix, ce silence entre les mots. « Oui, frère, je suis vivant et je t'ai vu grandir. De loin. Pourquoi t'es pas revenu? Pourquoi tu m'as laissé? Parce qu'il m'aurait tué, parce qu'il t'aurait utilisé contre moi, parce que Kadi m'a supplié de me taire pour que tu survives. » Long silence, puis « Alors on va parler, maintenant, et tout sortir. » Ils se retrouvèrent à Thiès, dans une maison sécurisée prêtée par un ancien camarade de Suleiman. Leurs retrouvailles furent silencieuses, sans larmes, mais profondes. Ils s'étaient perdus, ils venaient de se retrouver pour détruire un empire. Suleiman apporta avec lui la première clé USB, celle que Kadi lui avait confiée en secret, jamais diffusée. La racine du réseau, les premières voix, les premiers visages, l'origine du mal et ce qu'ils y découvrirent dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Le réseau ne datait pas de 5 ou 10 ans. Il existait depuis les années 80, fondé par des notables sous prétexte d'entraide sociale, progressivement infiltré par des prédateurs, bénéficiant de protection au sommet de l'État. Un fichier contenait même des signatures de ministres, des documents de dons, des transferts d'orphelinat, entiers sous gestion privée. Kadi, dès le départ, savait que c'était plus grand qu'un simple scandale local. C'était un système. Suleiman et Malal comprirent que s'ils voulaient le faire tomber, ils devaient frapper la fondation même, et il n'y avait qu'un seul lieu où se trouvait l'acte de naissance du réseau, le centre de documentation de l'Institut de la foi et de la solidarité. Un bâtiment discret financé à l'époque par des ONG européennes et aujourd'hui sous scellé, surveillé par l'État. C'était risqué, c'était fou, mais c'était là que tout avait commencé, et c'est là que tout allait finir. Institut de la foi et de la solidarité à Han Maristes, un bâtiment discret, presque banal, mur gris, portail métallique rouillé, pas de plaque visible, officiellement fermé depuis une réforme budgétaire en 2012, officieusement toujours fréquenté. Par qui?
par ceux qui ont tout intérêt à ce que la mémoire reste bien rangée. Malal et Suleiman l'observent depuis 2 jours, des vigiles sans uniforme, une fourgonnette noire qui entre à heure fixe. Et une nuit, ils ont vu un homme en boubou sortir par l'arrière, escorté par 2 gardes armés. El Hadji Abdoul. Toujours là, toujours debout, comme un cancer incrusté dans les murs. Le plan est simple. Trop simple peut-être. Entrer à l'aube par la salle des archives, voler les dossiers scellés, en sortir vivant. Samba leur a fourni les plans, l'ami hacker a même brouillé les caméras internes pour 17 minutes. C'est tout ce que je peux faire. Après, vous êtes des fantômes. Ils se regardent. Pas besoin de mots. C'est maintenant. 5h13. Ils escaladent le mur arrière. Entrés par une fenêtre brisée derrière la salle de reprographie. Pas un bruit, pas un cri. Seul leur souffle rapide, contrôlé. Le rez-de-chaussée est vide, mais la lumière d'un néon clignote au fond d'un couloir. Suleiman ouvre une vieille porte blindée, recouverte de poussière. La salle des archives, des classeurs, des tiroirs, des boîtes scellées, mais aussi une pièce cachée, une cloison en bois derrière une étagère. Trop neuve. Il l'enfonce et découvre le cœur du poison. Une pièce remplie de dossiers ultra confidentiels, des photos d'enfants fichés, des certificats médicaux falsifiés, des transferts de fonds, des correspondances privées entre hauts fonctionnaires et religieux. Et sur un mur, suspendu comme un trophée, le portrait de Kadi, déchiré, cloué, marqué d'un mot « traître ». Malal sentit ses jambes trembler. Suleiman, lui, sortit son téléphone. On numérise tout maintenant. Ils remplissent une clé USB spéciale 64 Go, encryptée, sécurisée, mais alors qu'ils copient le dernier dossier, un bruit. Une porte, des pas, des voix. Ils sont 3, armés. Fouillez tout. Quelqu'un est passé par là. Suleiman attrape la clé, la glisse à Malal. Si l'un de nous doit sortir, c'est toi. Non. J'ai fui une fois, pas 2. Et sans attendre, il sort de sa cachette, attirant les hommes vers lui. Le piège est lancé. Malal entend les cris, les coups, des ordres, un tir, puis plus rien. Le silence, le vrai, celui qui précède une légende. Il s'échappe, par miracle. Il court, il tombe, il se relève, il disparaît dans la foule du marché aux poissons, avec la clé, le cœur du système. À 11h, un fichier envoyé est à tous les médias libres du pays. À 12h, la vérité éclate. Des noms, des visages, des faits, des preuves. Kadi avait tout anticipé, et les 2 frères ont planté le dernier clou dans le cercueil du mensonge. Mais à quel prix? Suleiman ne répond plus. Sa photo circule, recherchée, présumé mort. Et Malal, lui, entre dans la clandestinité. Son nom est désormais gravé dans l'histoire. Les cendres de Médina se sont levées, et avec elles, la mémoire d'un peuple qu'on avait voulu faire taire. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout, continuer l'aventure avec nous.